Nous allons... Tout le monde est là? Bon, il reste encore du monde, hein. Tout le monde n'est pas parti, c'est parfait. Ça serait dommage d'ailleurs. Bah oui, le meilleur pour la fin, quand même. Bon. Écoutez, donc effectivement, on s'est mis un peu en mode détente, hein, en mode goûter pour cette dernière partie, où effectivement on avait la volonté d'être plus dans l'échange, dans l'interaction avec nos deux intervenantes que je vais présenter. Bon, Isabelle Bales, c'est difficile de la présenter, tout le monde la connaît quand même, elle est incontournable, en tout cas ici au CEFIEC, vice-présidente du CEFIEC, PhD, diplômée de l'EHSP bien entendu, coordonnateur des soins des instituts de formation de Saverne, je vais essayer de ne pas accrocher, et de Sarrebourg, directrice du département des sciences infirmières à l'université de Strasbourg, qui nous donc fait le plaisir de venir discuter avec nous autour de la recherche et de tout ce qui est autour de la réingénierie, de la formation. Et Audrey Amagnac, que vous avez vu, qui a effectivement brillamment été diplômée pour sa thèse sur l'évidence best practice en France, et donc qui est infirmière, cadre de santé formatrice. Alors j'ai eu la chance de la rencontrer quand elle était toute bébé infirmière. Oui, mais bon... Oui. Comme elle a passé la photo de mon mariage, j'ai le droit de dire ce que je veux sur une présentation. PhD, maître de conférence à la faculté des sciences médicales et paramédicales et l'école des sciences infirmières d'AMU. Et donc vraiment, on vous remercie toutes les deux d'être là. Et donc on avait envie, du coup, avec Elisabeth, de vous poser peut-être cette première question pour introduire le débat. Alors on a la volonté de vous faire participer à notre goûter et donc de vous permettre aussi de poser beaucoup de questions puisqu'on est dans un mode discussion. Mais c'est vrai que la première question, c'était quel regard vous portez sur la refonte de la formation infirmière, de la recherche clinique, de la recherche à la clinique infirmière. Et donc, voilà, on va vous laisser tranquillement répondre à ça dans un premier temps. Bonjour à tous, un grand merci pour l'invitation et pour la qualité de ces 2 journées et dans l'évolution et dans la présentation de la recherche en sciences infirmières, puisque c'est la thématique de notre table ronde. Par rapport à la question que vous nous posez, donc on en a déjà bien sûr échangé ensemble, on a différents axes au niveau du contexte qu'on aimerait positionner. La première chose, c'est dans l'évolution du référentiel de formation, mais également des travaux engagés au niveau du groupe de travail de l'universitarisation, c'est d'intégrer dès la formation initiale l'appropriation des méthodologies de recherche avec l'utilisation des données probantes. Et ça, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que demain, aujourd'hui, dans vos enseignements, eh bien, il est indispensable de vous appuyer sur des données actualiser des données de recherche. Voilà, c'est quelque chose qui est indispensable. Vous ne pouvez plus dispenser un enseignement si elle ne s'appuie pas sur des données de recherche. Alors vous pourriez me dire, mais pourquoi? Et des données de recherche actualisées, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des éléments qui sont de référence, qui sont anciennes et on ne trouve rien de nouveau, ok, mais il y a des choses qui évoluent. Pour la qualité et la sécurité des soins, ça évolue. Et donc, je vais laisser Audrey compléter. C'est exactement ça. Il y a une chose très importante à bien comprendre. Le terme recherche, en français, on l'utilise pour plusieurs choses. Donc, souvent, il y a une confusion. En anglais, c'est un peu plus facile. Pour le coup, c'est assez rare, mais c'est comme ça. Donc, il y a 2 choses. Il y a être formé à la recherche. Donc, aujourd'hui, on a des UE qui permettent de former les étudiants aux méthodologies de la recherche. Vous avez bien compris depuis hier que la méthodologie de la recherche en sciences humaines, donc sciences de l'éducation et l'économie, puisque c'est en gros les 2 thématiques où on a été tous plus ou moins formés, ou en éthique, ne sont pas les méthodologies de recherche en sciences infirmières. Donc la première chose, c'est que ces UE-là, pour pouvoir les enseigner, il va falloir que vous soyez formés à la méthodologie de la recherche en sciences infirmières. Ça, on peut le comprendre. Mais la deuxième chose, c'est ensuite former les étudiants par la recherche. Et par la recherche, ça veut dire que dans chaque UE, dans chaque unité d'enseignement que vous allez empoigner dès le mois de septembre, ça sera est-ce que j'ai les dernières données, est-ce qu'elles sont actualisées, est-ce qu'elles sont probantes, donc mon contenu.
Ça, c'est une première chose. Après, on essaye tous d'aller actualiser nos contenus. Vous savez que vous allez tous me répondre que l'HAS donne plein de recommandations. Elle n'en donne quasiment pas pour les soins infirmiers. Soyons très clairs. Donc, il faut aller chercher chez les chercheuses en sciences infirmières qui travaillent dans le reste du monde, qui se posent les mêmes questions que vous. Identiques. Toujours difficile d'enseigner la recherche, toujours difficile d'enseigner le raisonnement clinique, toujours difficile d'enseigner le calcul de dose. Elles ont les mêmes problèmes que nous, mais elles ont des réponses. Il faut qu'on aille les chercher. Donc, par la recherche, c'est actualiser son contenu en sciences infirmières, actualiser ses méthodes pédagogiques. Ce n'est pas répliquer des méthodes qu'on a fait l'année dernière parce qu'on a trouvé ça chouette, c'est quelle est la méthode qui fonctionne le mieux. Donc, c'est l'evidence-based practice pour l'enseignement. Et par rapport aux étudiants, c'est-à-dire, il faut qu'ils aient, comme la démarche clinique qu'ils ont maintenant dans leur tête, une fois diplômés, ça coule tout seul, c'est à chaque fois pour eux les aider à aller chercher. Au début, vous allez leur donner les données probantes et puis après, ils vont aller les chercher dans chaque unité d'enseignement. Ça doit transpirer. Dans chaque unité d'enseignement, vous devez avoir... Avant, on faisait le cours magistral et puis après, ils faisaient la pratique. Là, il va falloir qu'ils aillent chercher les données. Au début, vous les accompagnerez beaucoup. Au début, vous leur donnerez. Puis petit à petit, jusqu'en troisième année, c'est eux qui seront hyper habitués. Très simplement, aller chercher les données probantes tout le temps. Quand on en prend l'habitude, moi aujourd'hui, j'ai une charge d'enseignement d'à peu près 600 heures. C'est beaucoup. Je prends une après-midi au début septembre pour actualiser mes cours. En une après-midi, j'ai tout actualisé. Parce que c'est facile, ça va très vite. Quand on l'a fait une fois, quand on l'a fait pour une UE, quand on l'a fait pour toutes ces UE, ça va extrêmement vite. C'est quelque chose qui prend du temps au début, mais après, qui est extrêmement rapide. Donc c'est à la recherche, ça c'est les unités d'enseignement de recherche, mais par la recherche, ça veut dire dans toutes vos unités d'enseignement, donc vous ne pouvez pas passer au travers. En complément, le nouveau référentiel, vous l'avez vu, il y a 5 domaines qui sont identifiés. La recherche est positionnée dans le dernier domaine, le domaine qui est par rapport plus à la recherche. Mais ne le pensez pas comme ça. Pensez-le en transversal. Dans tous les domaines qui sont identifiés de ce nouveau référentiel, il faut que la recherche transparaisse et que vous appuyez sur des données des sciences infirmières, on le reprendra un petit peu après. C'est votre cœur de métier. Et ce cœur de métier, il faut qu'il transparaisse dans vos pratiques et que le message passe au niveau des apprenants. Dans le groupe, le niveau conforme, c'est un niveau licence. Licence, il faut qu'on apprenne aux étudiants à utiliser. C'est des utilisateurs de la recherche. Ils ne produisent pas. On va monter sur les paliers master, doctorat ensuite, mais ce n'est pas du tout de la production de recherche. C'est comment je vais chercher dans un moteur de recherche. Déjà, c'est lesquels qui existent et lesquels sont les plus pertinents par rapport aux sciences infirmières. Qu'est-ce que c'est que les moteurs de recherche? Qu'est-ce que c'est quand j'utilise les mots-clés? Comment je les associe? Comment je les mets dans ce moteur de recherche? Et puis, pour avoir fait partie du groupe national qui a identifié le groupe national de universitarisation avec Christine Amirati, on a été 5 professionnels de corps professionnels en santé différents et on a réfléchi ensemble à une structuration identique pour tous les métiers en santé de niveau licence. Et donc, la base, vous allez bientôt avoir le document parce qu'il est transversal sur l'ensemble de ces métiers, eh ben, il va falloir que vous acculturez, que vous formiez à une nouvelle codification. On va vous parler de LCA, lecture critique d'articles, comment je m'y prends, quelle est la méthodologie, parce que c'est ce qui attend vos étudiants. Il va falloir lire des articles, comprendre quelles sont les méthodologies qui sont utilisées, du Canti, du Cali. Voilà, il y a plein d'autres choses, je ne vais pas les détailler là parce que ce n'est pas le but, mais il va falloir que vous vous appropriez tout ça. Ça va demander du travail. Alors on le reprendra, il y a peut-être des organes qui vont pouvoir être construits et voilà, on vous donnera 2-3 outils pour pouvoir vous acculturer vous. Parce que si vous n'êtes pas approprié comment je fais une LCA, comment je lis un article à une ossature IMRAD, eh ben, vous allez être en difficulté. Et donc, après, comment vous passez le message auprès des apprenants. Donc, voilà, on est dans cette évolution-là. Niveau licence, je suis dans une acculturation de la recherche, comment je m'approprie les éléments pour construire et pour pouvoir lire des articles de recherche. Et puis quand je vais monter, comment je vais pouvoir être un producteur de données de recherche. Mais ça, ce n'est pas pour le niveau licence.
C'est exactement ça. En licence, un infirmier, lui, il doit apprendre à consommer les résultats de la recherche. Aujourd'hui, il rentre dans un supermarché, il se trompe, il va dans les sciences complémentaires et il regarde un peu ce que les chercheurs dans d'autres sciences ont produit. Là, il faut qu'on apprenne à nos étudiants infirmiers de rentrer dans notre supermarché à nous, celui des sciences infirmières, et d'aller utiliser des boîtes de conserve. Ces boîtes de conserve, il y en a des petites, des grandes, et ça, c'est la lecture critique d'articles. C'est quoi cet article, qui est petit, qui est grand, qui dit quoi, qui est structuré IMRAD, pas IMRAD. Ça, c'est ce qu'il va apprendre en licence. Donc, il faut déjà apprendre à venir chercher dans les sciences infirmières et apprendre aux étudiants à consommer les résultats de la recherche. Ils sont les utilisateurs. On n'a jamais demandé à un infirmier d'aller produire des résultats, d'aller produire des données. C'est-à-dire, il ne va pas en enquête. Ça n'a aucun intérêt de toute manière, de toute sa vie entière. Il ne va pas le refaire, sauf si il fait partie d'une équipe de recherche, par exemple. Mais sinon, dans son quotidien, il n'y va pas. Donc, l'enquête n'a absolument aucune raison d'exister. Ce qu'on veut, c'est qu'il utilise ce que les chercheuses en sciences infirmières ont travaillé dans le reste du monde, avec des méthodologies extrêmement rigoureuses et qui donnent des données qui sont probantes. Dans le mot probant, il y a aussi le mot actuel. Et donc, c'est la meilleure donnée qu'on a aujourd'hui pour travailler. Donc, nous, on est rompu. On le sait que si aujourd'hui c'est la bétadine, demain on nous dit c'est la chlorhexidine, on sait s'adapter, on sait le faire. Donc, je ne sais pas pourquoi on n'y arriverait pas pour les sciences infirmières, en entier, pas que pour chlorhexidine, bétadine. Et puis, juste pour vous rappeler les référentiels de 2009, quand il nous est arrivé dessus un 31 juillet, beaucoup ne savaient pas c'était quoi le socio-constructivisme, par exemple. On a tous réussi on a tous réussi tout doucement, tranquillement, à s'approprier ces nouvelles méthodologies. Donc cette fois-ci, c'est bien mieux, puisqu'on rentre chez nous, dans les sciences infirmières, vous avez vu tout à l'heure, chez les Suisses, c'est fluide, on ne se pose pas la question si, on n'a pas une théorie, on en a plusieurs, on n'a pas un modèle de lecture, on n'a pas eu un modèle de lecteur conceptuel, on en a plusieurs, et puis on va de l'un à l'autre comme ça, donc c'est ça, on va tendre à ça, de notre côté, dans toutes les unités d'enseignement. Ça, c'est vraiment important. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi faire ça? Parce que jusqu'alors, on disait à nos étudiants, allez faire des enquêtes, puis vous les analysez, puis vous nous faites quelques petites préconisations comme ça. Parce que demain, ils sont professionnels sur le terrain. Et professionnels sur le terrain, c'est utiliser les données probantes pour pouvoir améliorer la qualité et la sécurité des soins. C'est vrai qu'Audrey prend souvent l'exemple de la sonde nasogastrique. On n'en voit plus d'air dans la sonde nasogastrique. Donc voilà, ça c'est des données probantes qui l'ont montré. Et puis il y a plein d'études qui montrent que dès que les infirmiers sont formés, le nombre de décès diminue dans les unités de soins. Voilà, les techniques de pansement, on a plein de soins qui soient techniques ou relationnels, mais qui s'appuient sur des données actualisées. Il y a plein de choses qui évoluent et qui doivent être prises en compte dans à la fois pour vous l'ensemble des enseignements que vous allez dispenser, que ça soit de la simulation d'ailleurs, au même titre. Souvent la simulation, on fait le débriefing, mais dans le débriefing, il faut s'appuyer sur des données probantes en lien avec des articles pour pouvoir expliciter des théories de soins infirmiers, etc. Et juste pour finir, donc en licence, on consomme, on est vraiment utilisateur des données, donc il faudra que vous les accompagniez à ça. Donc vous allez être capable aussi d'aller chercher les données pour vos propres cours. En master, donc tous les infirmiers spécialisés ou les cadres de santé, eux, c'est d'être capable de synthétiser les données. Voilà, parce que quand il y a beaucoup de données probantes qui sont sorties, à un moment donné, c'est intéressant de les synthétiser pour avoir des recommandations. C'est la revue systématique de littérature. Et systématique, ça veut dire qu'elle est vraiment exhaustive. C'est un gros travail. On le fait une fois en master. Du coup, on est vraiment très pointu là-dessus. Et quand on rentre en doctorat, on va être le producteur de données. On a encore 3 ans d'études derrière. On en a eu 2 en plus en master. Donc, on a 8 ans d'études. Là, on est tout à fait capable de monter des protocoles de recherche et d'aller collecter de la donnée sur le terrain, mais de manière vraiment scientifique. Et c'est que le doctorat qui produit de la donnée, en fait. Et donc, il ne faut pas penser qu'il va falloir qu'on ait une espèce qu'on ait des intellos sur l'estrade à se dire c'est des zozos, on ne peut pas faire tout ça. Non, parce qu'on ne vous le demande pas. Quand vous viendrez en doctorat chez nous, avec grand plaisir, on vous accompagnera. Mais il faut que vous soyez formés à consommer. Et pour ça, il faut avoir fait une revue systématique de littérature quand vous êtes en master. Et ensuite, c'est le doctorat qui produit des données. C'est vrai que, alors, du coup, en même temps que vous parliez, je réfléchissais peut-être aussi à pouvoir peut-être témoigner, du coup.
dans la mesure où moi j'ai été formé, comme vous tous, plutôt au management d'ailleurs, dans ma formation initiale. Je fais un master, je suis allé à HEC Paris, je fais plein de choses. Et puis dans ma vie, je me dis toujours un peu ça, quand je suis face à une piscine, l'eau, quand elle est froide, est-ce que je me jette dedans ou pas? Et puis c'est ça un peu le défi que vous avez à vous poser en fait, c'est de dire à un moment donné, évidemment, il fait chaud, il va falloir qu'on aille se baigner, là, il va falloir qu'on y aille dans cette piscine parce qu'on n'a plus le choix et que d'abord c'est la piscine des sciences infirmières. Et donc à un moment donné, pourquoi renoncer finalement à ce qui est notre ADN? Et alors je peux vous le dire parce que ce chemin-là, je l'ai fait là. Je suis en train de le faire en fait, parce que je suis en master en sciences infirmières à AMU et j'ai la chance d'être accompagné par Audrey notamment et par Sébastien Colson. Et donc avec Christophe Bailly, on s'est dit allez, on va se jeter à l'eau, on va y aller. C'est une décision de direction, ça pose aussi les choses des fois aussi pour son équipe pédagogique. Et puis on se rend compte effectivement que sortir de sa zone de confort, comme le mot le dit, c'est pas tout le temps très confortable, mais en tout cas c'est très apprenant. Et on se rend compte que c'est réalisable. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas plus incroyable que vous tous, en fait, au contraire. Et donc, objectivement, oui, il a fallu que je paramètre mon Zotero, il a fallu que j'aille sur PubMed, il a fallu que je fasse des équations, il a fallu que je comprenne un peu l'anglais aussi, en tout cas que je sache le lire. Je ne sais pas du tout le parler par contre, mais ça y est, il y a des mots-clés que j'arrive à ingurgiter petit à petit, et tout ça pour vous dire aussi, pour témoigner peut-être, parce que ça peut être l'occasion aussi, peut-être pas de vous convaincre, mais en tout cas de dire que c'est possible, et qu'à mon avis, dans notre profession, on a relevé des défis qui sont un peu plus insurmontables que celui-là, surtout quand on est, moi je fais 25 ans de terrain, quand on est confronté en réa à des choses un peu difficiles. Ce chemin-là, franchement, c'est pas le plus complexe, mais en tout cas, c'est collectivement, comme disait Madame Hancock, et je crois que c'est là où elle a raison. C'est tous ensemble, en tout cas, on peut essayer d'aller un peu plus loin. Mais par contre, pour revenir à notre sujet quand même, c'est juste mon petit témoignage du moment, au travers du petit goûter, là, c'est bien. Il faut se lâcher un peu quand même au bout de 2 jours. C'est de quelle façon vous avez finalement commencé à décliner ce que localement, ce cadre national de la réforme porte. Comment vous, à Strasbourg, à Marseille, voilà, on aimerait savoir peut-être un peu plus en proximité ce qui s'est joué. Allez, j'y vais, soyons fous. Alors nous, on a eu beaucoup de chance parce que on a eu la possibilité d'effectuer des expérimentations. Donc la première, si je prends côté cadre, la première chronologiquement, ça a été au niveau des masters. Donc nous, on a déjà les 2 IFCS de Marseille aujourd'hui qui ont conventionné avec nous, donc tous les étudiants des IFCS de Marseille, Marseille-Aix, pardon, ont du coup le master santé qui font avec nous. On a une formule qui est adaptée évidemment aux 10 mois d'études. Donc déjà, on a tous ces étudiants qui sortent en ayant pratiqué la revue systématique de littérature et puis en ayant un petit peu touché l'université du doigt. La deuxième, alors ça c'est pas une expérimentation, ça c'est les conventions qu'on a. Et puis on a aussi eu la chance de faire du coup une diplomation de cadre de santé. Donc on a aussi une formation chez nous, donc à l'université uniquement, Master 1 et Master 2. Et à la fin des 2 années, les étudiants sont diplômés par la DRET, donc de la même façon que les étudiants des IFCS. Ils rentrent après 4 années d'expérience professionnelle comme c'est préconisé. Sauf qu'il faut 2 années complètes d'études à l'université. Il n'y a pas d'IFCS, il n'y a que nous. Donc ils sont formés à 100% par des infirmiers, pour les paramédicaux. Et ces 2 années, elle se fait en distanciel pour beaucoup, ce qui permet d'avoir des étudiants de toute la France. Ils ont cours les mardis après-midi et les jeudis après-midi, et le reste du temps, ils font fonction. Tout le monde ne fait pas fonction, mais beaucoup font fonction. Donc les cours qu'on a vus le mardi après-midi, le lendemain matin, ils peuvent déjà améliorer leur pratique tout de suite, en fait. Et le jeudi, on peut déjà reparler des choses qu'ils ont faites. Et puis du coup, on va vraiment affiner leur prise de poste sur les contenus qu'on a en management et en pédagogie. C'est évidemment les deux grands points. Et puis, ils ont des UE qui sont mutualisés. Donc, ils viennent 4 semaines dans l'année à Marseille. Et elles sont mutualisées avec les puéricultrices, les IPA
et les infirmières de bloc opératoire, qui sont les infirmières spécialisées qu'on a avec nous, parce que la santé publique, la recherche, la formation et l'éthique, finalement, c'est la même chose pour toutes les infirmières spécialisées. Donc on a ces UE mutualisés, ça veut dire aussi qu'ils peuvent, au sein des parcours, aussi changer. Une IPA qui voudrait devenir cadre, pourrait venir et ne travailler que les UE cœur de métier, ne pas avoir à refaire les UE qui sont mutualisés. Et la deuxième année, donc la première année, on essaye de les accompagner quand ils font fonction, et la deuxième année, on essaye, s'ils peuvent sortir de leur service et puis se mettre vraiment à temps plein, parce qu'il y a beaucoup de travail de construction donc en formation, en management et sur la recherche. Mais certains travaillent encore, on en a beaucoup qui travaillent. Et puis du coup, l'université, on a des contrats qu'on passe avec nos étudiants qui travaillent, ça s'appelle le RSE. Et puis donc les cours sont adaptés pour eux. Ils peuvent être dispensés de certains cours, ils sont prioritaires aussi pour les travaux de groupe, par exemple. Donc on a aussi des étudiants qui travaillent sur les 2 années. Donc là, ça leur permet de s'acculturer, pas en 10 mois, mais vraiment sur les 2 années, dans toutes les UE, qu'est-ce que être formé par la recherche. Donc pour eux, quand ils arrivent pour faire le mémoire en 2e année, c'est beaucoup moins douloureux qu'à l'IFCS, où c'est dès septembre, où là on les attrape et là ils se disent ça souffle dans tous les sens et puis on parle d'anglais, c'est très compliqué. Eux, depuis le début, dans toutes les UE qu'on a, ils ont l'habitude de lire des revues systématiques, ils ont l'habitude d'aller chercher des données probantes. Donc quand ils arrivent en mémoire, c'est difficile, mais du coup on est exigeant, très exigeant, et on a des étudiants, on en a là qui publient à l'international à la sortie, et puis on en a certains qui veulent continuer du coup en doctorat chez nous. Et puis il y a 2 ans, on a eu aussi la possibilité de faire une expérimentation pour la licence. Donc on a un IFSI universitaire. Ce sont des étudiants qui font la première année de PASS, donc l'accès aux études sélectives, maïeutique, kiné, médecine, dentaire et je ne sais plus, c'est comme les rois mages, on les a jamais tous. Et c'est ceux qui sont reçus collés. Donc ils ont travaillé 1 an les programmes d'anatomie, de physiologie, ils font un peu d'éthique, ils font un peu de sciences humaines. Au bout d'1 an, ils ont le concours, c'est-à-dire ils sont reçus, mais ils sont collés parce qu'ils n'ont pas une note assez haute pour rentrer dans les filières sélectives. Et nous, on peut les récupérer s'ils ont fait la mineure sciences infirmières, et ils viennent à l'IFSI universitaire en 2e année, puisqu'on considère que la première année, ils l'ont faite en passe. Ils arrivent chez nous, on les garde 2 ans, mais ils doivent faire autant de stages que tous les autres infirmiers de France. Ils sont diplômés aussi par la DRETS comme tout le monde. Et donc, ils ont déjà le stage avant d'arriver à l'IFSI, on bourre en stage, c'est très très dense. Et à la fin, ils sortent diplômés infirmiers et ils ont donc cette première année de passe et 2 années chez nous où on fait énormément de raisonnement clinique. Évidemment, tout ce qu'ils n'ont pas fait en première année est décalé en 2e année. Vous pensez bien que tout a été réorganisé. Et puis donc on a ces étudiants qui sont ces nouveaux étudiants infirmiers que certains, ceux qui sont à Marseille, ils les ont eu en stage. Pareil, ils sont formés à l'université, donc aussi à la recherche, comme tout le monde, et par la recherche dans les UE qu'ils ont chez nous. Donc ça, c'est les 2 grosses expérimentations. Et puis, la même chose pour les puéricultrices en 2 ans, c'est pareil. Et puis les IPOD, ce n'est pas une expérimentation. Et les IPA, on les a en diplôme. Voilà. Alors au niveau de l'Université de Strasbourg, comme certains le savent déjà, l'UFR Médecine a été dissous en 2019 pour créer une nouvelle UFR. Et symboliquement, ça a déjà énormément de sens, puisque c'est une UFR sans médecine, maïeutique et métiers de la santé, dans lequel il y a 4 départements différents, dont un département en sciences infirmières. Et puis ensuite, on a réfléchi à la façon dont on allait positionner la personne qui allait prendre ce département universitaire en sciences infirmières. Et donc, ça a commencé déjà par une élection entre pairs, c'est-à-dire à travers l'ensemble des directeurs des instituts et écoles. On a voté, on a élu et voté entre nous et on a proposé ce nom au doyen qui a ensuite retenu la personne, il se trouve que c'est moi, mais retenu la personne pour la positionner sur le département. Je le dis parce que c'est hyper important. Parce qu'il y a une légitimité au niveau de son corps professionnel et une légitimité au niveau universitaire. Et ça, c'est important dans la construction que vous allez faire des départements universitaires. Juste une petite précision, sur le DUSI strasbourgeois, il y a l'ensemble des instituts IFSI, les écoles, instituts et écoles. Donc ça reprend l'appareil de formation, j'ai envie de dire, général de la filière infirmière. Mais pas seulement. Il y a aussi tout l'axe de la formation continue et tout l'axe des professionnels du terrain. Donc ça concerne aussi bien les professionnels, les infirmiers du terrain que les professionnels en formation.
Et puis, à travers ce DUSI, on a fait 2 sous-commissions, une commission pédagogique et une commission recherche. Donc, par rapport à notre thématique, si je commence par la commission pédagogique, eh ben, la première chose on a fait plusieurs choses, mais en lien avec le référentiel de formation à venir, on a envoyé un questionnaire à tous les instituts de formation et écoles pour leur demander qu'est-ce qu'étaient pour eux les théories de sciences infirmières. On a eu un retour. Et quand on a dépouillé, et qu'on a échangé avec eux, puisqu'on a fait une présentation aussi orale, on s'est aperçu que ce qui prédominait, ce n'était pas les théories en sciences infirmières, mais c'était les théories des champs connexes de la formation infirmière. Je vous donne des exemples concrets. Les auteurs qui reviennent le plus, c'est l'accompagnement avec Maëla Paul, c'est Watson, Carl Rogers, et puis c'est Walter Esbin. Voilà. Ça, ce n'est pas de la science infirmière. Ce n'est pas des théories de science infirmière. Alors, si certains d'entre vous pensent que c'en est, vous irez relire, mais ce n'est pas issu des sciences infirmières. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait travailler au titre du DUSI avec l'ensemble des formateurs et des professionnels du terrain qui souhaitaient profiter de l'intervention. Et puis, on a sollicité, je ne sais pas où elle est, mais on a sollicité Marielle Boissard pour qu'elle fasse... Ah, elle est là, Marielle, voilà. Que je remercie d'ailleurs pour son intervention à ce moment-là, qui a repositionné le paradigme, le métaparadigme, les sciences infirmières, les théories de sciences infirmières, en s'appuyant sur des vignettes cliniques et des exemples concrets où les théories de sciences infirmières étaient plus pertinentes à choisir pour pouvoir ensuite monter les dispositifs pédagogiques avec les apprenants. Ça, c'était sur le temps du matin. Et sur le temps d'après-midi, on s'est dit avec l'ensemble des formateurs comment on allait continuer à travailler pour qu'il y ait le DUSI, il donne des idées, et ensuite, chacun dans ses instituts de formation les redécline à sa sauce en fonction du projet pédagogique. C'est quelque chose, je pense que sur les 2 jours, je ne sais pas si tout le monde l'a bien intégré, parce que dans les questions, j'ai l'impression qu'il y a... il y a une dichotomie dans ce que vous dites. Ce n'est pas une intégration totale à l'université. C'est une intégration universitaire avec des grands champs qui vont être déclinés parce qu'il faut une validation par les instances universitaires sur les maquettes pédagogiques qui vont être transversales à l'ensemble des instituts. Et ensuite, une déclinaison dans vos propres instituts de formation. Donc ça, il faut vraiment l'entendre. Ce n'est pas une intégration totale à l'université, mais par contre, l'université française a 2 champs qui sont prédominants. La construction des savoirs académiques et l'actualisation de ces savoirs académiques, tout l'axe de la recherche. Voilà, donc c'est les travaux qu'on a commencés. On va continuer avec... on va travailler à partir de 3 ou 4 situations cliniques. Et puis, c'est un peu ce qui a été présenté par l'équipe suisse juste avant. On va choisir 3 ou 4 théories de soins qui nous semblent les plus pertinentes et on va passer au crible les 3 situations de soins à travers ces lectures de 3 théories de sciences infirmières prises dans des champs différents parce que c'est aussi intéressant. Et puis en lien avec l'évolution du référentiel de formation, il faut peut-être aller, si on s'appuie sur le livre de la pensée infirmière de Pépin, on va plutôt aller vers, prenez l'édition la dernière qui vient de sortir là, on va plutôt, ça c'est aussi actualiser ses connaissances. Si dans vos CDI c'est l'ancienne, allez vers la nouvelle parce qu'il y a beaucoup de changements. Et donc on va plutôt s'appuyer sur d'autres théories de soins. Et puis pour la recherche, il y a 3 sous-groupes qui ont été constitués. Un premier axe qui est plutôt sur l'axe de la communication. Et donc, sur l'axe de la communication, ce que ce sous-groupe va s'attarder à faire, c'est qu'ils vont prendre des articles publier des articles scientifiques en sciences infirmières, ils vont les lire pour l'ensemble des professionnels et ils vont les aider à décoder et faire une synthèse. Le deuxième groupe, c'est en lien avec le référentiel de formation et l'axe recherche. Et là, au niveau de l'Université de Strasbourg, c'est travailler en interdépartement, puisque comme je vous l'ai dit dans le groupe national, c'est penser en transversal sur l'ensemble des métiers en santé. Donc, dans le modèle strasbourgeois,
en tout cas sur les équipes pédagogiques, les vignettes cliniques, c'est pas notre tasse de thé, en tout cas dans les équipes pédagogiques. Et on pense à d'autres modèles avec plutôt l'idée, ils sont des Sherlock Holmes et ils doivent aller chercher des indices dans la recherche, dans les éléments pour s'approprier ces éléments-là. Voilà, c'est plutôt comme ça que c'est pensé et pas sous forme de vignette clinique. Et puis le troisième axe qu'on n'a pas trop abordé, c'est la valorisation des écrits scientifiques. Et donc ça, on a des infirmières en France, et c'est souvent ce qui nous fait défaut, qui publient. On est une profession où c'est pas valorisé. Les gens de notre propre corps professionnel qui publient et qui mettent en avant des données probantes du sol français. Et donc ça, plutôt que de les critiquer, il faudrait vraiment plutôt les mettre en lumière et s'appuyer sur... on n'en a pas beaucoup, alors sur ceux de notre propre champ et de notre propre pays. Voilà. Et puis, on a souhaité aussi faire du soutien aux jeunes chercheurs, c'est-à-dire que moi, là, je viens de finaliser un partenariat avec l'Université de Montréal et on a répondu à un programme qui s'appelle Samuel Champlain qui permet des financements au niveau des doctorants. On a remporté voilà, le financement. Et en novembre, 3 doctorants de l'école doctorale vont partir au Québec pendant 15 jours, travailler avec Marie-France Duchesne, qui a beaucoup travaillé sur le raisonnement clinique infirmier. Ça, c'est le premier axe. Et ensuite, on accueillera des doctorants de l'Université de Montréal à l'Université de Strasbourg. Et puis, on est en train de regarder pour construire une recherche, certainement sur l'implémentation de la recherche à l'échelle des instituts, écoles et des milieux cliniques du bassin du territoire alsacien pour voir qu'est-ce que ça donne, et en associant nos 2 champs conceptuels, c'est-à-dire le raisonnement clinique infirmier pour ce qui est de l'Université de Montréal et tout le champ de l'analyse de l'activité pour ce qui est plutôt l'expertise de l'Université strasbourgeoise. À l'instant T, c'est une recherche, c'est des recherches qui n'ont jamais été menées à l'échelle internationale. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Alors merci beaucoup. On va peut-être conclure pour laisser la place aux questions dans la salle parce qu'il y en a sûrement beaucoup. On avait envie de vous poser une dernière question. Si les professionnels devaient retenir une chose de votre intervention, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils retiennent? L'invariant, donc. Tout le monde sait de quoi je parle. Donc, si vous pouvez, en ressortant, vous dire qu'il faut absolument que vous vous formiez. Vous n'êtes pas formé. Je n'étais pas formée du tout. J'ai le même parcours que vous. J'étais cadre formatrice dans 2 IFSI à Marseille. J'ai fait la même chose que vous. C'est pas grave, on n'avait pas. Aujourd'hui, on a. Donc il faut absolument, de toute manière, le référentiel va nous obliger. Donc il faut se former. Bien sûr, on ne pourra pas former tout le monde. Enfin, nous, on peut former tout le monde en même temps, si vous voulez, mais vous n'aurez pas les budgets pour tout le monde en même temps, c'est certain. Envoyez-en au moins un par IFSI et donnez-lui cette légitimité. Laissez-le revenir et vous accompagner pour vraiment, petit à petit, changer une UE, changer une 2e UE, changer une 3e UE. C'est extrêmement important. Si en sortant d'ici, vous vous dites « OK », on n'est pas prêt pour ce qui nous arrive, on n'est pas formé aux sciences infirmières, il faut qu'on se forme aux sciences infirmières. Et là, si vous sortez avec ça dans la tête, moi j'ai tout gagné. Voilà. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est le cœur de métier, infirmier. Et donc, prenez appui dessus, valorisez-le au quotidien, dans toutes les interventions que vous faites auprès des apprenants. C'est ça qui va permettre d'avoir, on parle de leadership en santé, mais vraiment de se positionner dans une équipe pluriprofessionnelle avec une lecture de la situation de la personne soignée d'une façon différente sous le regard des sciences infirmières. Et donc pour moi, ça c'est quelque chose d'essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle Bell, Audrey Amania. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il y a une question en haut. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cet échange. En toute humilité, moi, ça m'a complètement ouvert les yeux sur licence, master, doctorat, les niveaux attendus, etc. Je le dis sincèrement. On a dans les régions différents niveaux d'avancement sur
sur ce dont vous venez de parler. On voit qu'il y a une différence, même Marseille-Strasbourg, mais vous êtes engagé. Est-ce que vous avez une structuration nationale pour échanger, pour partager, là par exemple, ce que vous nous avez présenté, les avancées, le fait que vous avez déjà questionné les IFSI. Je prends par exemple par chez moi, on ne l'a pas encore fait. On n'est pas encore parti avec l'université sur ça. Comment on peut quelque part bénéficier, pas dire copier-coller, c'est pas la question, hein, mais bénéficier. Est-ce que vous pouvez échanger avec d'autres universités? Est-ce qu'il y a un réseau qui existe? Voilà, je ne le connais pas, s'il existe. Oui, merci. Très très bonne question. On est aujourd'hui en France à peu près 20 maîtres de conférences en sciences infirmières, donc il y a 20 universités qui ont déjà, enfin oui, un peu moins, des maîtres de conférences. On a l'association qui s'appelle COFEXI, qui fera un congrès en novembre ici à Marseille, justement en essayant entre nous, entre universités déjà dotées de maîtres de conférences ou de professeurs des universités, déjà entre nous, savoir les super trucs et astuces qu'on a trouvés pour pouvoir promouvoir tout ça. Et effectivement, il y a beaucoup d'universités aussi où vous n'avez pas encore les départements. Donc Isabelle a très bien décrit, donc elle est en département, nous on est en école. Et juste, je reprécise, hein, Marseille n'a plus de faculté de médecine non plus depuis 2019. Marseille a une faculté des sciences médicales et paramédicales avec 5 écoles. L'école de médecine qui est indépendante, l'école de maïeutique indépendante, dentaire, rééducation et l'école des sciences infirmières dirigée par un infirmier, le professeur Colson, et nous en dessous. Donc on n'a plus rien à voir, entre guillemets, entre nous, on est chacun autonome. Vous n'êtes pas, ils ne sont pas organisés comme ça là où vous êtes, j'ai bien compris. Alors, nous, les formations qu'on offre, il y a beaucoup de formations qui sont en distanciel. On a le DESU aussi, on a 2 DESU. Il y a un DESU pour les revues systématiques de littérature et un DESU pour l'EBP. Revue systématique de littérature, il a démarré en janvier, mais tous les ans il revient, et EBP, on démarre en septembre. Il y a 2 jours en présentiel ponctuellement, et puis après, c'est en distanciel justement pour essayer d'accompagner tout le monde. Ça, c'est vraiment pour avoir le diplôme. La deuxième chose, c'est une acculturation de tous aussi à tout ce qui se passe dans notre milieu infirmier, dans le reste du monde. LinkedIn. Abonnez-vous à nous, abonnez-vous aux universités qui sont force de proposition, voyez ce qui circule, des articles qui sont en train d'être publiés, une veille professionnelle qui arrive dans votre téléphone tous les matins, sans être allé chercher, c'est LinkedIn, il faut absolument vous y mettre dessus. Faites un profil, hein, en 2 secondes c'est fait. Et franchement, ce n'est pas du tout des réseaux sociaux comme Instagram, je sais pas, c'est ultra professionnel. Et moi, j'ai énormément d'informations qui me viennent d'autres universités ou des articles qui sont publiés qui m'arrivent gratuitement dans mon fil d'actualité tous les jours. Et plus vous aurez ça, plus vous allez commenter, vous pouvez nous écrire. Certains me demandent mon adresse mail. Vous allez sur LinkedIn, vous m'écrivez des messages, je vous réponds. C'est très facile aujourd'hui, maintenant, avec les réseaux sociaux, d'avoir vraiment de communiquer avec les personnes. Donc c'est aussi tout ça qui est gratuit et qui est faisable. Mais je comprends vraiment la difficulté quand on est loin et qu'on n'a pas une université force de proposition. Et pourquoi vous ne seriez pas, vous, la proposition, par contre? Pourquoi pas? Moi, je vais faire une réponse avec 2 casquettes différentes. La première avec la casquette du DUSI, celle où j'interviens là aujourd'hui. On est une communauté. Et on est tous des logiques territoriales qui sont différentes. Mais il faut qu'on sache partager entre nous. Parce que, alors je prends ma deuxième casquette, sur un séminaire du CEFIEC, on a parlé de la grande famille des soignants. Et cette grande famille des soignants, ben, on en fait partie. Donc moi, si vous m'écrivez sur, sur le site internet, il y a un site internet du DUSI, je vous partage tout ce qui est fait sur notre territoire. Ce n'est pas ma propriété, c'est la construction collective. On est aux prémices d'une ère nouvelle. Il faut qu'on sache partager nos leviers. Parce que, voilà, je vous le raconte là comme ça, mais ce n'est pas arrivé comme ça. Voilà, hein, il y a des défis à relever en permanence et peut-être qu'on peut s'aider par rapport à ça, même si les logiques territoriales sont différentes. Et puis là, je prendrai ma deuxième casquette, c'est celle de vice-présidente au niveau du CEFIEC. Lors, je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier séminaire qu'on a fait, on en a parlé. Et on s'est questionné si le CEFIEC ne pourrait pas être porteur
quand on a entendu, alors un peu moins aujourd'hui, mais je crois que ça devait être le 2e séminaire, où on a bien vu que territorialement, au niveau français, il y avait des disparités énormes par rapport aux avancées et aux constructions avec les universités. Et on s'est interrogé au niveau du bureau si on ne créerait pas quelque chose au titre du CEFIEC pour pouvoir accompagner et partager nos expériences. Voilà. Mais si c'est une demande, on le réinterrogera peut-être, je vois Marielle qui est là, au niveau du bureau, ça c'est quelque chose qui peut prendre place au niveau du CEFIEC. J'ai cherché une question. Alors on va prendre une dernière question. Alors, merci beaucoup Madame Darrocha. Pour cette magnifique présentation. Enfin, vous avez fait un énorme chemin et je vous félicite. C'est aussi très, très inspirant. Ma question m'adresse à vous, chercheuse, parce que le doctorat, c'est une étape. Puis après, c'est le défi de trouver des fonds. Et si je parle de ma première expérience, une fois le doctorat en main, c'était très compliqué d'obtenir des fonds. Il a fallu que je mette un médecin dans mon comité pour enfin avoir mon premier fonds de recherche. Et sans fonds de recherche, les professeurs, ils ne peuvent pas poursuivre. Je ne sais pas si c'est la même réalité que vous vivez. Est-ce que vous avez ces défis aussi aujourd'hui de trouver des bailleurs de fonds qui soient prêts à subventionner des recherches conduites par des infirmières avec doctorat et qui ont prouvé leur légitimité? Alors, moi, je démarre, du coup, jeune maître de conférence, à cheveux gris. Et en fait, l'université, par exemple, voilà, je réponds à un appel d'offres. Je peux avoir 25 000 € parce que jeune maître de conférence pour aider à démarrer un projet. On a un autre projet qui va s'appeler Happy EBP. Bon, mais en fait, c'était API, mais du coup, ça faisait Happy, c'était rigolo. Sur un autre budget qui va sortir à l'université, qui va être conventionné avec une autre université pour pouvoir enseigner le BP à plusieurs universités, échanger des étudiants. Ça, c'est pour un projet un peu plus lointain. Cette amorce-là, elle est possible avec 25 000 €. On est en train d'y répondre. Pour l'instant, à l'université, on a pas mal de fonds qui nous sont proposés et puis on y répond régulièrement. Puis souvent, on est lauréat aussi. Donc, pour le moment, on n'a pas tellement eu ces difficultés-là. Après, la thèse, on l'a fait avec zéro. Nos thèses ne sont pas financées. Tous ceux qui sont en thèse chez nous, ils travaillent à côté à temps plein. Ça, on n'a pas d'argent là-dessus. Alors que le reste du monde, ils sont tous financés pendant leur thèse. Alors moi, c'est un peu plus complexe. Voilà. C'est très difficile. Le DUSI n'a pas de ligne financière à l'heure d'aujourd'hui spécifique. Donc, on négocie. La seule chose pour le moment qu'on a réussi à avoir, c'est le remboursement de tous les frais de déplacement de l'ensemble des personnes qui viennent aux différents groupes de travail. Voilà, ça, c'est ce qu'on a pu négocier. Et pour le moment, on est dans la phase de négociation pour essayer d'avoir Sinal. Voilà. Mais c'est vraiment pas gagné et ça fait 1 an qu'on se bat. Donc, voilà. Donc, quand on parle de sens infirmière, il faut voir aussi d'où on part. Et donc, c'est difficile pour les gens qui rentrent en doctorat parce que trouver... Alors, on a la chance sur le Grand Est, c'est que le conseil régional finance des personnes qui souhaitent aller en doctorat. Donc, il les finance pendant 3 ans. Mais donc, ça, c'est un budget à part. Mais au niveau de l'université, c'est compliqué. Là, on est en train de construire 2 protocoles de recherche. On rame parce que l'université nous accompagne, ok, ça marche bien, mais moi, je veux une ligne budgétaire dédiée. Je veux pas que l'argent aille chez mon copain d'à côté. J'ai rien contre le département d'à côté, mais je veux mes fonds propres à moi pour les personnes qui soient professionnelles ou qui soient formateurs puissent mener les recherches. Et ben ça c'est costaud. Hein. Voilà. Alors on vous remercie énormément pour cet échange.